Merci. Nous allons poursuivre maintenant. Donc, Madame la députée de Verdun, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de finances. Je vous rappelle, Madame la députée, que vous avez un temps de parole d'une durée maximale d'1 heure. À vous la parole. Oui, et juste avant de vous céder la parole... Pardon? Désolée. Oui, 1 heure, exactement. Juste avant de vous céder la parole, je vous informe qu'il va y avoir un débat de fin de séance qui va se tenir aujourd'hui à 13 heures. Ce débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Westmount-Saint-Louis à Madame la ministre de la Famille concernant les 59 000 familles qui n'auront pas de place en service de garde promise par le gouvernement caquiste. Cela étant dit, maintenant, Madame la députée de Verdun, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais commencer par déposer la motion des griefs suivantes que je vais par la suite bien étaler dans mes interventions. Donc, que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement pour son refus d'inclure au budget des nouvelles mesures permettant d'aller chercher des revenus additionnels auprès des plus fortunés de notre société afin d'atténuer les impacts de l'austérité caquiste sur la population québécoise. Donc, je dépose cette motion des griefs parce que lorsqu'on a... Votre motion déposée sur réserve de sa recevabilité. Merci, Madame la députée. Merci à vous. Pourquoi on dépose cette motion-là? Parce qu'au premier regard de ce budget, ce qu'on voit, c'est que la réponse de la CAQ à l'incertitude créée par Trump, la réponse à l'incertitude économique qui nous guette en ce moment, c'est de continuer de couper et d'affaiblir nos services publics. Tout le Québec a compris qu'on s'en va en récession, que les tarifs vont nous faire mal et extrêmement mal. Mais la CAQ, qu'est-ce qu'elle a fait avec ce budget? C'est ajouter l'austérité à l'incertitude économique. Parce que ce budget, le résultat, le mélange entre les tarifs et ce budget-là, c'est un coup dur pour les gens ordinaires, c'est un coup dur pour les Québécois et Québécoises qui vont payer 3 fois. La première, comme consommateurs, parce qu'ils vont payer les prix des tarifs et de l'inflation qui continue à augmenter. La deuxième fois, comme travailleurs, qui risquent de perdre leur emploi, que ce soit par des fermetures causées par les tarifs, mais aussi par les coupures des postes dans nos services publics, cette fois causées par la CAQ. Et une troisième fois, lorsqu'on va devoir faire les choix entre la file d'attente interminable ou sortir la carte de crédit pour se faire soigner dans nos services publics, pour recevoir des services qui sont aussi nécessaires à la population. Ce budget n'est pas l'auteur des crises qu'on traverse et continue de sévir présentement, soit la crise du logement et la crise écologique. Ce qui m'a plus touché en regardant le budget, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a aucune augmentation du budget en environnement. Vous le savez, on traverse une crise climatique, je ne sais pas combien de fois on a dû s'élever ici pour faire comprendre que c'est une urgence, mais aussi, puis je pense que le message n'est pas rendu, c'est pour faire face à cette urgence-là, il va falloir mettre les bouchées doubles, il va falloir mettre plus d'efforts et on a 0 argent neuf dans le budget en environnement, juste la continuation d'un plan qui n'arrive pas à atteindre nos objectifs, qui n'arrive pas à répondre à la crise environnementale. Et encore plus grave, je vous dirais, c'est l'absence d'argent neuf, 0, aucune augmentation en construction des nouveaux logements en pleine crise du logement. Et pour nous, ça, c'est inacceptable. Parce que les crises, elles, n'ont pas disparu après l'élection de Trump. Elles continuent à s'intensifier. Mais maintenant, Madame la Présidente, c'est l'austérité qui s'ajoute. Et ça, c'est clair et net dans le budget. Avant, on pouvait dire des compressions, ça va être partiel, ça va être peut-être quelques mois, mais maintenant, c'est dans les prévisions budgétaires du gouvernement. Évidemment, avec un carcan des lois budgétaires, comme ceux qui ont été imposés par les gouvernements précédents, tous les gouvernements des droites économiques, que ce soit les libéraux, en passant par le Parti québécois, ils ne pouvaient pas être autrement qu'encourager ces compressions-là puis encourager ces coupures. C'est l'héritage de cette droite économique, de cette recette qui se poursuit à la recherche à tout prix du soi-disant équilibre budgétaire, même dans un contexte d'insécurité économique. Et c'est pour ça, pour nous, c'est le nœud du problème. Bien sûr, il faut être capable de balancer nos dépenses et nos revenus, mais lorsqu'on est dans un contexte de crise, il faut revoir la recette des bases. Parce qu'en réappliquant la même recette, les résultats qu'on voit, c'est que la CAQ
essaye de passer d'un déficit de 3,6 milliards de dollars à l'équilibre budgétaire en nous faisant croire qu'on ne va pas toucher aux services publics, aux services à la population. Et tout ça avec une guerre tarifaire, une récession qui nous pend au bout du nez. Puis il y a juste une façon qu'on applique cette recette-là d'arriver sans augmenter les revenus de l'État. Parce qu'en effet, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il faut être capable d'aller les chercher là où ils se trouvent. La seule façon d'être capable d'essayer de retenir, arriver à l'équilibre budgétaire tout en donnant des services à la population, c'est de couper dans les budgets, et je vais le montrer, dans les budgets de nos services publics. Couper dans les services publics au moment où nous avons le plus besoin. Dans un contexte d'instabilité économique, il faut que nos citoyens et citoyennes soient capables de se tourner puis d'avoir les soins de santé qu'ils méritent, avoir les soins des services sociaux. On traverse aussi une crise en itinérance et on ne voit pas encore des mesures structurantes qui vont venir à l'aide. Je vous parlais de transport, d'éducation, de santé, mais ce qu'on voit, c'est un choix idéologique qui va continuer à affaiblir notre filet social. Bien sûr, on a débattu ici, puis on l'a vu au premier regard, ce qui saute aux yeux, c'est le déficit. Un déficit, oui, historique, 3,6 milliards de dollars aujourd'hui en 2025-2026. Ce chiffre est très élevé. Je pense que personne ne va remettre en question ça. Mais il faut être capable de l'analyser. La première façon de l'analyser, c'est, oui, comme nous l'avons fait, dénoncer et critiquer tous les gaspillages de fonds publics dont nous avons été témoins dans les dernières années. On parle bien sûr de Nordvolt, avec plus de 400 millions de dollars qui sont partis en fumée. On peut parler de 1,1 milliard de dollars en SACLIC, dont nous avons vu le fiasco et aucun résultat. Mais une autre partie dans ce déficit-là, on n'entend personne parler ici dans cette Chambre, c'est de comment, pendant des années, au-delà du gouvernement caquiste, on s'est privé des revenus. Peu à peu, on s'est privé des revenus. On l'a vu dans les budgets précédents. On peut donner l'exemple aussi des reculs sur la taxe au gain du capital, sur les gains du capital. Et ces reculs-là, l'effet de ne pas être capable d'aller chercher l'argent là où il se trouve, fait en sorte qu'on accumule des déficits. Mais ce qui est grave avec ces déficits, c'est surtout qu'il est sous-estimé. Premièrement, parce qu'il s'appuie sur un scénario qui est pas mal optimiste, qui prévoit que les tarifs de Trump ne seraient qu'en moyenne de 10 % et seulement pour 2 ans. Et ça, c'est rien de moins. Et ça, c'est pas certain, en fait. C'est pas certain qu'on va vivre avec un scénario de seulement 10 %. Deuxièmement, c'est parce que ce budget prévoit que la croissance du PIB serait en 2025 de 3,4 %, mais les économistes nous parlent plutôt de 3 %. Mais c'est sûr qu'avec des lunettes roses, on va arriver à un déficit moins élevé pour faire paraître mieux le gouvernement. Mais ce qui est encore plus préoccupant, Madame la Présidente, c'est que malgré le déficit élevé, qui est sous-estimé, ce déficit ne nous permet même pas de protéger nos services publics comme il faut face à l'incertitude. C'est ça qu'il faut regarder, le fait que ce déficit ne nous permet pas de protéger nos services publics. Et pour ça, je nous invite à regarder ensemble ce qu'on appelle les taux de croissance des dépenses du gouvernement. Donc, qu'est-ce que c'est un taux de croissance des dépenses, pour qu'on se rappelle? C'est les montants qui nous permettent de couvrir ce qu'on appelle les coûts de système, donc la capacité de nos services à offrir des soins et des services aux citoyens, les mêmes que l'année passée, c'est-à-dire la continuation des services. Et c'est normal, il y a des coûts qui augmentent, que ce soit au niveau des ressources humaines, mais aussi des infrastructures, du matériel, etc. Mais lorsqu'on regarde les taux de croissance et la différence entre les augmentations nécessaires dans notre réseau de la santé, les augmentations nécessaires dans notre réseau de l'éducation et dans les autres portefeuilles, je reviendrai. La différence entre ces augmentations-là et les augmentations qui sont présentées dans le budget, on a là un grand écart parce que dans le budget, le taux de croissance des dépenses est inférieur à 2 %, ce qui est largement inférieur au montant dont nous avons besoin. En santé, par exemple, on parle de 3 %.
C'est ça le besoin de croissance, mais on est plutôt plus proche, on parle de 3 % dans le budget actuel, mais en santé, on devrait être plus proche d'un taux de croissance de 3,8 voire 4 % pour être capable de donner des soins à la population. Je nous rappelle qu'on assiste déjà à des compressions faites par Santé Québec, alors que le budget de la santé était en croissance de 4 %. Et là, avec l'annonce de seulement 3 %, ce qu'on va voir, c'est que les compressions vont continuer. Nous, on appelle ces rouleaux compresseurs qui étaient déjà sortis avec Santé Québec. Il n'est pas prêt à rentrer au garage avec ce qu'on nous présente. Mais là où ma plus grande inquiétude, là, c'est dans le budget de l'éducation. Dans le budget de l'éducation, ce que l'on nous annonce, puis plusieurs acteurs du milieu de l'éducation ont réagi, c'est un régime minceur, c'est la continuation des compressions. Parce que le taux de croissance en éducation est plus proche de 2 % quand on a besoin d'un taux de croissance autour de 4 %. C'est même pas la moitié qu'on atteint avec le budget de ce qu'on a besoin pour payer les enseignants-enseignantes, pour payer la hausse des salaires des enseignants-enseignantes et de permettre d'avoir des services à nos élèves. Je nous rappelle, c'est extrêmement préoccupant et quand on a ces différences-là, il y a juste un mot pour ça, c'est l'austérité. La seule façon qu'on va arriver ici, avec le budget qu'on nous présente, en faisant la différence entre les besoins et l'argent présenté, c'est de l'austérité. C'est encourager les compressions comme nous l'avons vu dans les centres de services scolaires. On s'est mis à dire « faites moins de photocopies ». On s'est mis à couper dans les services alimentaires aux élèves, dans les sorties, dans l'accès au gymnase pendant la semaine de relâche. Là. Tous ces petits services-là, ils ont commencé à être restreints et ce n'est pas la fin. C'est ça que tous les acteurs de l'éducation nous disent. Ce budget-là, c'est juste l'annonce des coupures, des restrictions. Alors, ce n'est pas vrai, cette promesse que le ministre Girard, le ministre des Finances nous disait, d'arriver à donner des bons services à la population avec le budget qui nous est présenté.